J'ai l'impression que c'est un sacrilège de m'asseoir sur cette scène après ce que je viens de voir. C'était absolument magnifique. Je me permets de m'exprimer à titre personnel. J'ai eu beaucoup d'émotions, à la fois, évidemment, en entendant les textes des autrices, mais aussi en entendant cette confidence que chacune des traductrices nous a fait. Et rien qu'en en parlant, vous voyez, j'ai une petite boule dans la gorge, parce que ça a drainé tout un imaginaire. Et évidemment, je vais laisser la parole justement aux autrices pour exprimer peut-être ce qu'elles ont à dire là-dessus. Mais c'est vrai que comme ça, avant tout, Brigitte, voilà, j'étais en face de moi, j'ai envie d'entendre ta réaction à chaud sur ce que tu viens de voir en général et pas seulement sur ton texte, en fait. Oui, bah, je suis assez bonjour. Je suis assez émue en effet parce qu'il y avait beaucoup comment dire, de choses assez intimes et à la fois on était dans l'intime, on était dans le collectif, on était dans le politique, on était dans tout un tas de couches successives. C'était très particulier parce qu'en fait, ce que je me disais en écoutant, c'est qu'on était à la fois dans une traduction et une interprétation. On était à 2 degrés. Donc c'est pas rien D'interprétation, en fait. d'avoir d'une part une traduction dans une langue étrangère d'un texte, voilà, et en même temps la lecture de ce texte à voix haute, ce qui fait un double niveau de texte, un exercice, un double salto en fait, on peut appeler ça comme ça. Et ce qui veut dire qu'un texte, quand il est lu à voix haute, et on le voit bien quand on lit soi-même ses propres textes, ou quand certains comédiens lisent des textes que nous avons écrits, on l'entend autrement, il résonne autrement. Donc là, on était dans ce double exercice. Et puis, ce qui était très émouvant, évidemment, c'est que moi, je ne m'étais jamais rendu compte, je le savais probablement, mais à quel point le texte traduit et l'implication presque intime, chevillée au corps du traducteur ou de la traductrice, étaient liées. Et c'est pour ça que c'était aussi bouleversant, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte à la fois dans le travail qui est fait de la traduction, mais effectivement dans la confidence que nous font les traductrices, on comprend, c'est ce que tu dis, hein, toute la dimension voilà, de l'engagement d'une certaine façon de la traductrice. Valérie Mrégent, peut-être aussi une réaction à ce que vous venez d'entendre? Ben, oui, moi aussi j'ai trouvé ça très beau et très surprenant et surtout passionnant aussi d'entendre ces textes que chacune a écrits sur ce choix de traduire et toutes ces raisons intimes, personnelles qui résonnent avec voilà, les vies de chacune et de façon en effet complètement tissée, entremêlée. Et je trouve que la façon dont ça a été mis en voix faisait qu'on attendait, on savait qu'on allait avoir ce récit en fait de vie, mais mené vraiment de façon très personnelle par chacune. Et à chaque fois, il y avait une sorte de surprise et d'attente aussi qui était vraiment magnifique. Nina Yagerkov, même question. Bonsoir. Alors ça va être difficile d'ajouter des choses parce que je ne peux être que d'accord. Donc effectivement beaucoup d'émotions. Je suis d'accord. C'est vraiment parce qu'il y avait une grande sincérité et un grand professionnalisme. Et en fin de compte, c'est rare que les deux aillent ensemble, je trouve, parce que souvent, soit les gens sont très carrés et très professionnels, mais les choses sont fermées. Soit, bah, évidemment, quand on se met en danger, qu'on dit des choses personnelles, le risque, c'est aussi que ça déborde un peu de partout. Donc voilà, je trouvais que c'était très beau que les deux soient très présents. Et après, c'était un plaisir voilà, d'avoir ce jeu bilingue tout le temps. Enfin, je trouvais ça assez fabuleux et très fort. Enfin voilà. Et bien là, on est complètement dans le thème de votre livre en Oui, plus, c'est ça. à plusieurs niveaux encore, hein. Alors justement, votre traductrice Nina, donc j'ai essayé de ne pas écorcher les noms parce que il me faut au moins 3 vers pour prononcer avec l'accent, mais je vais quand même le dire, Daria Chernysheva. D'accord, j'y suis arrivée. Daria, vous avez évidemment exprimé, donc je vais essayer de ne pas être redondante par rapport à ce que vous avez dit dans votre choix de texte, mais peut-être ouvrir la question de façon plus générale. Vos textes, là, vous l'avez choisi de façon assez évidente, justement, pour cette dualité, cette ambivalence de l'origine. Mais comment est-ce que vous fonctionnez dans le choix de vos textes de façon plus générale? Est-ce qu'il est absolument nécessaire d'avoir, et je parle de textes littéraires, hein, bien sûr, d'avoir cette identification pour pouvoir, d'une certaine façon, habiter avec l'auteur pendant un certain temps?
je voudrais dire oui, mais je crois que pour les traducteurs et traductrices, c'est souvent le cas que la traduction est simplement un défi. Et donc, il y a aussi ce plaisir, juste le fait de travailler avec les mots, de travailler avec les phrases, d'essayer de rendre dans sa propre langue le style et les choix stylistiques de l'autre. Et donc, pour nous, oui, ça aide beaucoup si on s'identifie avec un texte, bien sûr, ou avec une autrice. Mais aussi, il y a un plaisir sur le niveau du langage, je crois. Alors, vous dites ça aide, et du coup, en vous écoutant parler, justement, je me demandais si par hasard, le fait justement d'avoir une telle implication affective avec un texte, comme c'est le cas là, est-ce que ça peut pas aussi être un piège, un empêchement? Et du coup, ma question, elle s'adresse aux trois traductrices. Est-ce que le fait d'être aussi dans l'émotion ou dans l'enthousiasme d'un texte, ça peut pas aussi représenter à un moment donné un barrage? Je crois que si, parce que des fois, il y a des phrases, on est vraiment marié au texte français. Donc moi, j'avais beaucoup ce problème au début. Je voulais garder tous les mots, tout le syntaxe. J'utilisais plein de calques parce que j'adorais la façon dont Brigitte a écrit le roman. Et c'était très difficile de séparer mes sentiments à propos de cela et puis la traduction en anglais. Donc, j'espère que j'ai enfin pu faire ça, mais oui, au début, c'était vraiment, j'avais du mal à faire ça. C'était un peu un défi. Et pour vous? Pour moi, c'est peut-être un peu particulier parce que j'ai déjà traduit un roman de Valérie Mérignac, donc c'est Forêt Noire, son 4e roman. Et puis, juste avant La Fabrique, j'ai travaillé dans un autre atelier sur un extrait de son dernier roman. Mais ce texte, j'ai choisi pour Le Fabrique justement parce que c'est un texte très oral et je savais que j'allais m'éloigner du texte et du texte source et je voulais avoir ce travail d'atelier pour un peu me donner signe quand j'allais peut-être trop loin, aussi avoir les collègues francophones pour me donner Des voilà, clés. des clés. Donc, Valérie Mrégent, justement en entendant votre texte, qui se prête énormément de par sa forme à cette mise en scène, est-ce que vous l'entendez comme vous l'entendez dans votre tête, ou comme disait Brigitte tout à l'heure, c'est encore une autre interprétation qui peut-être vous surprend C'est difficile à dire parce que à la fois d'abord je connais bien le texte pour l'avoir lu quelquefois, et puis au-delà de ça, avant ça, cette voix était tellement inscrite dans ces paroles entendues et qui se sont imprimées, superposées, etc., que c'est un drôle de sentiment pour moi, parce qu'il y a quelque chose qui est profondément, enfin qui résonne de manière très habituelle, et en même temps tout d'un coup, d'abord de le voir évidemment là, de l'entendre dans un endroit comme ici, etc. Et en effet, le passage à l'anglais est complètement enthousiasmant pour moi, parce que tout d'un coup, c'est une sorte de fraîcheur, de nouveauté en fait, qui s'installe, et surtout, en effet, ça déplace complètement le personnage, le contexte, etc., que moi je connais parce que je m'en suis inspirée, etc., même si évidemment le filtre de l'écriture fait que, etc. Donc c'est une sorte de sentiment un peu ambivalent en fait, de redécouverte, bon, ce qui est toujours le cas, je pense, quand on entend un texte qu'on a écrit, qui est lu, traduit, etc. Y compris quand on le lit soi-même, en fait. On l'entend tout d'un coup différemment. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites, Valérie, pour me retourner vers toi, Brigitte, parce que est-ce que quand tu entends le texte en anglais, et ça ressemble un petit peu à ce que vient de dire Valérie, mais est-ce que tu reconnais à proprement parler ton texte, ou justement il y a cette... et pas en termes de est-ce qu'il est fidèlement traduit, mais encore une fois en termes de musicalité, d'intention, voilà. En termes d'intention, est-ce que tu reconnais ton texte, ou est-ce que justement tu as cette surprise qu'évoque Valérie de la nouveauté, où il te faut un temps d'adaptation pour te dire « Ah oui, c'est ce que j'ai raconté ».
Ce que j'ai entendu, là, l'extrait qui a été lu, c'est-à-dire Max qui débarque dans la vie de la mère de Olivio, à l'écoute, je me souvenais aussi du ton d'écriture qui composait des phrases relativement brèves, simples et dont j'espérais qu'elles soient justes. Et l'anglais apportait pour moi, à l'écoute, juste à l'oreille, hein, parce que je ne parle pas suffisamment bien la langue, c'est une langue que je parle, mais pas suffisamment finement. Mais à l'oreille, j'avais l'impression qu'il y avait une dimension un peu plus, qu'on respirait un petit peu plus. Et ça m'a rassurée que l'anglais lui donne deux poumons, comme si c'était un texte presque en mono, et que là, il y avait un genre de stéréo qui donnait, par exemple, au moment où le garçon est à la fenêtre, le brouillard, la lampe, les deux fenêtres éclairées. Je trouvais que tout à coup, la dimension anglaise lui donnait un autre type de dramaturgie qui... c'est peut-être le brouillard, le fog anglais. À mon avis, c'est ça. Non, mais ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, à t'entendre, on dirait que il te manquait une touche de peinture au moment où tu travaillais tel que tu le décris, et qu'en fait, elle se trouvait dans une autre langue, et que quelque part, tu as retrouvé en entendant la traduction ce que tu recherchais, qui aurait été peut-être vraiment le bout du bout de ce que tu voulais atteindre. Mais c'est une question extrêmement intéressante parce que le rapport à l'écriture est un rapport à la distance. Hein, je pense que nous toutes, enfin, je ne sais pas, en tout cas, je vais parler pour moi, mais écrire, c'est se mettre à la bonne distance pour raconter ce qu'on essaye de raconter, savoir qui raconte, qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dit je, sur quel type de tonalité, quel type de fréquence, quel rythme. Quel enchaînement de phrases, et c'est parfois très long pour trouver sa voix à l'intérieur d'un texte. Donc là, le rapport à la distance, il passe... Bon, en plus, le roman parle de quelqu'un qui va changer de langue pour se réinventer dans une autre langue, le rapport à l'exil, le rapport au deuil, donc la deuxième vie, comme tu l'as dit. Et là, tout à coup, le fait qu'il y ait comme une troisième langue qui vienne s'ajouter, moi, j'ai très nettement senti qu'il y avait une distance qui venait, un point de vue qui venait d'ailleurs. Et c'est très agréable pour l'écrivain, enfin, quand c'est réussi, et c'est très agréable de sentir qu'un autre point de vue peut être juste, mais venir d'ailleurs. C'est une drôle d'équation, en fait. Nina, là, c'est intéressant. Votre traductrice l'a évoqué tout à l'heure, c'est que là, on a plein de nationalités, ou d'origines en tout cas, qui se mêlent, de pays, puisqu'il y a évidemment votre double nationalité, il y a la langue française qui est au milieu, la double origine de votre traductrice. Quand vous entendez, vous, le texte, vous parlez anglais, vous le comprenez clairement, est-ce que, pareil, est-ce que vous trouvez une dimension différente? Est-ce que vous avez le sentiment que l'anglais apporte, ou peut-être enlève, pas par un défaut de traduction, mais parce que la langue elle-même enlèverait quelque chose? Comment le vivez-vous à l'écoute? Alors, juste avant de vous répondre, je voulais rebondir 2 minutes sur ce qu'a dit Brigitte. En fait, parce que ça me faisait penser, vous avez tout à l'heure posé la question de l'implication émotionnelle des traductrices, ou en tout cas personnelle, et de est-ce que c'est un avantage ou est-ce qu'il y a un inconvénient. Et en fait, moi, quand vous posiez cette question, je me disais, c'est pareil quand on est autrice tout court, en fait, c'est ça aussi, il faut trouver la bonne place, la bonne distance. Donc, ce que disait Brigitte tout à l'heure, je pense que il y a des problématiques quand même assez proches. Voilà, c'était juste un point là-dessus. Alors, moi, je pense que je suis dans un cas un peu spécifique parce que j'avais lu déjà la traduction avant ce soir. Donc, je l'ai... Ah oui. Donc, il y a triche. Peut-être que ça fausse... Ça peut parce que, du coup, j'ai une réponse différente des autres, mais est-ce que c'est parce que je l'ai lu avant? Laissez-nous juger, dites-nous. Je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, je tenais à préciser donc, qu'il y a un biais dans l'expérience parce que je suis dans une situation différente. Parce que j'ai lu non seulement ce qui a été lu, mais le chapitre en entier. Alors que là, ce qu'on a entendu, c'est tout petit par rapport à la taille, par rapport au volume du chapitre entier. Et moi, en lisant chez moi et aussi en entendant, mon sentiment, c'était... Ça fonctionne, c'est exactement ce que j'aurais écrit si j'étais anglophone. Donc il y avait un côté très, presque un sentiment de oui, en fait, c'est moi qui l'ai écrit, mais oui,
Un peu, parce que comme je connais le texte, en lisant, ça me donnait la sensation aussi de parler, enfin de maîtriser l'anglais super bien. Parce que c'est ça. Voilà, donc en fait, mon sentiment, mon émotion première, c'est vraiment une sensation de confort face au texte. Et, Comme un vêtement, en fait. Hein, vous le dites. et vraiment là-dessus, la chose la plus importante, c'est pas du tout les mots, le vocabulaire. Et bien sûr, c'est quand même important, je suis pas en train de nier ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ah tiens, ce mot-là plutôt qu'un autre, c'est pas ça, c'est vraiment le rythme. Est-ce que je reconnais le rythme? Est-ce qu'il fonctionne? C'est une question que je m'étais posée. Est-ce que le rythme, je fais quand même des phrases assez longues. Bon. À l'écrit seulement. Là, il y a des points et des majuscules, mais vous ne les entendez pas. Donc, voilà. Donc, et du coup, je trouvais que ça fonctionnait très bien. Vraiment, je retrouvais. Donc, c'est le rythme le plus important. Le reste est là aussi, mais c'est moins. Je m'y attache moins. Par exemple, s'il y avait une modification, je sais pas. Un mot vraiment qui est remplacé par un autre, un équivalent. Moi, c'est des choses, ça ne me dérange pas du tout. En tant qu'autrice, quand je suis traduite, il n'y a aucun problème pour que, je ne sais pas, une pomme devienne une poire, si dans le contexte, c'est mieux, quoi. Enfin, vraiment... Moi, je retiens quand même du début que ce sera la première fois qu'une autrice s'approprie le travail du traducteur et pas l'inverse. C'est quand même pas banal. Alors, justement, puisque vous nous avez révélé que vous aviez vos entrées pour avoir le texte en avant-première, du coup, j'allais poser la question, puisque du coup, j'étais dans la totale ignorance. Est-ce que, dans le cadre de ces traductions que vous avez faites chacune d'entre vous, est-ce que vous avez communiqué quand même avec les écrivains ou pas du tout? Moi, je ne l'ai pas dit, mais j'avais lu aussi la traduction. Voilà. On est en train de lever des lièvres. Mais alors justement, comment ça se passe? C'est-à-dire, bon, je sais que c'est une question. Entre-temps, en fait. Il y avait des surprises quand même. Ah, c'est-à-dire? Sur certains détails, enfin sur certaines phrases en fait. C'est vraiment Alors nous, c'est vrai qu'on communique en fait pas mal avec Cathy sur le sens d'une phrase, enfin voilà, des choses assez précises en fait de traduction, vraiment des questions. Bon, voilà, mais je ne saurais plus dire précisément. Enfin si, je m'en souviens un peu, mais de quoi il était question, mais. Et vous avez communiqué un Oui, peu? donc j'avais la chance de rencontrer Brigitte au collège à Arles, ce qui était fantastique. Et c'était intéressant parce qu'avant la rencontre, j'avais plein de questions à poser à propos des virgules et des trucs comme ça, vraiment très techniques de la langue. Et puis, quand je t'ai rencontré, je voulais juste discuter les thèmes, comme tu expliquais avant, les couches différentes du roman, donc l'histoire politique, sociale, intime. Et je trouvais que notre conversation m'a beaucoup aidé avec ma traduction en général, je sais pas comment traduire cette atmosphère en anglais. C'est vrai que nous avons parlé notamment de concordance des temps, des différents temps au passé, les différents passés qui sont plus... Il y a plus de possibilités en français qu'en anglais. Donc on a d'abord échangé autour de cela. Et c'est là que je me suis rendu compte, et ce que j'ai dit à Sarah, que pour moi, c'est vraiment une usine à gaz très compliqué d'écrire au passé aussi. Qu'il ne faut pas s'inquiéter. Que pour l'auteur, parfois, c'est très compliqué d'être dans sa propre concordance de temps et de faire en sorte que ça marche. Puis on a parlé de thèmes très particuliers qui sont des équivalences, le rapport au thème harki, rapatrié, enfin toutes ces choses-là, comment on rend compte sans mettre des petites notes de partout, voilà, pour que Mais ça, je pense que les traducteurs sont en permanence confrontés à ce genre de choses. Je vais prendre dans un instant des questions dans la salle, parce que je suis sûre qu'il y en a plein. Mais je voulais vous demander, Daria, et qu'est-ce que je voulais vous demander parce que Ah voilà, on parlait tout à l'heure des différents niveaux d'interprétation dus au fait que les textes ont été interprétés, c'est le cas de le dire. Et je me demandais, parce que, et sans flatterie aucune, vous avez vraiment très bien joué ces textes, si votre travail de traductrice vous a donné le sentiment que ça vous donnait quand même une forme de... Alors, on ne va pas dire facilité, parce que ce n'est pas facile et j'en ai conscience, mais quand même une sorte de levier pour pouvoir interpréter aussi à voix haute ces textes sur lesquels vous étiez si longuement penché, c'est-à-dire avoir l'intonation juste, parce que vous êtes tellement imprégné de ça que d'une certaine façon, le flow sort naturellement.
Oui, mais je crois qu'après, donc, il y a un premier jet dans une traduction, mais après, il y a le 5e, le 10e, le 15e, le 20e. Donc, et après toutes les traductions qu'on fait, enfin, naturellement, on a déjà, on se souvient du rythme et de l'oralité du texte. Et en fait, je crois que l'oralité, même en traduisant, il faut absolument lire à voix haute parce que, enfin, pour chaque texte, c'est très important d'entendre le texte. Il y a bien sûr la musicalité. Et dans un roman comme Double nationalité, c'est particulièrement important, je crois, parce que c'est le fil de la pensée. Et donc, et ça coule, bien sûr, le rythme est la chose qui est le plus importante dans le texte. Et donc, oui, c'est important de lire à voix haute et même devant le bureau, jouer pour soi-même le texte et voir et entendre comment ça coule. Alors, même question pour les deux autres traductrices, du coup, pour vous, Cathy et puis Sarah. Est-ce que vous fonctionnez de la même manière? Vous avez besoin d'entendre le texte à voix haute et du coup, vous vous prépariez à la scène d'une certaine façon? Bah, oui, avec ce texte, il fallait absolument le lire à voix haute. Mais en fait, c'est une traduction que j'avais commencée il y a quelques années. Et puis, je l'ai un peu mis de côté parce que je sentais que j'avais pas encore à glisser dans cette voie. Et je travaille sur autre chose, mais d'autres textes de Valérie. Et puis là, je pense qu'avec l'aide des tuteurs et des collègues et le fait qu'on a beaucoup lu en atelier aussi, je suis arrivée à trouver le septuagénaire en moi et maintenant il est là, voilà. Sarah. Donc, c'est essentiel de lire à voix haute, surtout parce qu'il y a vraiment des choses entre les livres, on ne les remarque pas. C'est vraiment à voix haute que, ah oui, ça c'est un peu étrange, on ne dirait pas ça en anglais. Et donc, et aussi pour moi, comme j'ai dit avant, j'étais très collée au français au début. Donc, ce qui m'aidait beaucoup, c'était de lire un passage en français et puis l'expliquer à moi-même, le raconter en anglais et puis essayer de le traduire. Parce que comme ça, j'utilisais des expressions qui venaient vraiment de moi-même et pas juste des calques ou je sais pas, un copier-coller du français, mais en anglais. Mais pour la lecture publique, c'était vraiment grâce à Catherine Salvini. Je crois que les anglophones, c'était un peu plus facile pour nous de lire à voix haute parce que je crois que culturellement, c'est un peu plus commun en général. Mais oui, sans elle, ça aurait été juste collé au papier, rien d'intéressant. Donc. On peut la remercier pour une remarquable mise en scène aussi. Et on a bien senti ce travail absolument magnifique. On la remercie.